Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter l'onduleur monophasé et les techniques de modulation sinusoïdale qu'on peut noter SPWM en anglo-saxon. Alors, quelles sont les applications des onduleurs? On retrouve les onduleurs dans les applications photovoltaïques, ainsi que dans la motion de contrôle, lorsqu'on veut faire de la vitesse variable pour les machines synchrones ou asynchrones, dans les réseaux électriques des avions, ainsi que dans les smart grids, la traction ferroviaire, la traction électrique au niveau automobile, mais aussi dans les alimentations sans interruption. On souhaite donc produire une onde alternative à partir d'une tension continue, que l'on pourra noter le bus DC. Cette phrase nous indique que la tension alternative ne pourra pas être sinusoïdale et qu'elle sera constituée d'harmoniques qu'il faudra donc filtrer pour disposer d'une tension sinusoïdale pure. Les applications, comme je l'ai évoqué précédemment, c'est les onduleurs destinés à la vitesse variable pour les machines alternatives, qu'on retrouve dans les variateurs de vitesse, les alimentations sans interruption pour les onduleurs, destinés à l'informatique. Quelle est la structure? On va retrouver le réseau, un redresseur, un filtre capacitif. Donc la tension au bord de ce filtre capacitif est nommée tension du bus continu. Enfin, l'onduleur qui permettra de recréer un réseau de tension et éventuellement de fréquences variables. Cette structure est utilisée sur des puissances n'excédant pas 15 kVA. Autre application possible, c'est le contrôle de la puissance réactive sur les réseaux, la gestion de l'énergie sur les réseaux électriques, et enfin le filtrage harmonique actif des harmoniques. On retrouve différents types d'onduleurs, les onduleurs monophasés, triphasés, qui ne font pas l'objet de cette vidéo, donc onduleurs de tension, onduleurs de courant, et on a différentes techniques de modulation de largeur d'impulsion, à savoir la MLI sinusoïdale, qu'on peut noter en anglo-saxon SPWM, la MLI avec l'injection d'harmonique 3, qui ne fait pas l'objet de l'étude ici, la MLI précalculée, et enfin la MLI vectorielle, qu'on retrouvera sur une prochaine vidéo. Revenons à l'onduleur monophasé. L'onduleur monophasé est constitué d'une source de tension continue et de deux bras de pont. Les bras de pont, donc entre les bras de pont, ici, on viendra connecter la charge monophasée et la commande viendra délivrer deux fonctions de connexion pour le bras de pont 1 et le bras de pont 2. Que peut-on observer au niveau de l'onduleur monophasé? Si on prend le bras de pont 1, on voit qu'on ne peut pas fermer K11 et K12 en même temps, car sinon on vient court-circuiter la source de tension. De la même façon, on ne peut pas fermer K21 et K22 en même temps, sinon on vient court-circuiter la source de tension. Par conséquent, il faut que la commande des interrupteurs d'un même bras de pont soit complémentaire. Si K11 est on, K12 est off. Si K12 est on, K11 est on. Voyons la notion de cellule de commutation qui est rien d'autre que le bras de pont. Dans une cellule de commutation, lorsque l'interrupteur K11 est on, la tension aux bornes de 1 et de 0 est égale à la tension VDC. Si maintenant je ferme l'interrupteur K12, donc K12 on, ce qui veut dire que K11 est off, la tension entre les bornes 1 et 0 est donc égale à 0 puisque cet interrupteur est fermé. On retrouvera la même chose sur le deuxième bras de pont. Alors, comment obtient-on la commande des interrupteurs? Pour ce faire, on va prendre un signal haute fréquence, qui est la porteuse en dents de scie, qu'on peut voir ici en bleu, et enfin, un signal basse fréquence, qui sera la modulante. On va donc comparer le signal basse fréquence, V-control, au signal haute fréquence, qu'on appellera V-tri. Lorsque V-control, ici, est supérieur à V-tri, on voit à ce moment-là que K11 est on et que V10 est égal à plus VDC. Lorsque V-control
est inférieur à V', on s'aperçoit ici que c'est K12 qui est commandé. Par conséquent, la tension aux bornes de 1 et 0 est égale à 0. Alors, décrivons maintenant un petit peu cette commande. Pour ce faire, on va écrire la fonction mathématique qui est une fonction affine de la porteuse. J'ai donc ici une forme d'équation de la forme affine, AT plus B. Pour calculer le coefficient du directeur, je prends les deux extrémités, donc V' moins V', ça fait 2V', et je divise par l'intervalle qui correspond à la période. Donc le coefficient A sera 2V' sur T. Ensuite, à l'instant T égale 0, je vois que B est égal à moins V', d'où l'expression de V'. Pour déterminer le rapport cyclique, il suffit de dire qu'à l'instant du rapport cyclique, V' est égal à V contrôle. Ce que j'écris ici, V' à l'instant dt est égal à V contrôle. Je peux en déduire l'expression du rapport cyclique, donc 1 demi de 1 plus V contrôle sur V'. Voyons la première modulation qui est dite modulation à pleine onde ou à rapport cyclique fixe. Pour ce faire, je vais prendre, pour faire voir qu'il existe différents types de porteuses, une porteuse cette fois-ci haute fréquence triangulaire, et je vais la comparer à une modulante continue. Lorsque V contrôle sera ici supérieur à V', le signal de sortie Vout sera égal donc à plus VDC. Si V contrôle est inférieur à V', j'aurai donc que Vout est égal à moins VDC. Je revois bien ici, lorsque V contrôle est supérieur à V', je retrouve Vout égale plus VDC, et lorsque j'ai V contrôle qui est inférieur à V', je trouve moins VDC. Je peux m'apercevoir que cette tension est alternative, mais non sinusoïdale, donc elle est chargée en harmonique. Pour ce faire, on va rechercher la décomposition en série de Fourier. Alors, ce qu'il y a de bien en électronique de puissance, c'est qu'avant de se lancer dans le calcul mathématique, on va faire une petite analyse du signal. On s'aperçoit que si VA à Vout égale moins T, on a moins Vout de T, donc ça veut dire que la fonction est impaire, par conséquent le coefficient AN égale 0. De la même façon, si je me mets ici à T et que je rajoute donc T plus 2, je m'aperçois que Vout de T plus T sur 2 est égal à moins Vout. J'ai une symétrie de glissement qui a pour propriété d'avoir B de K égale 0, et par conséquent, il n'existe que les rangs impairs du coefficient B. Et enfin, j'ai un axe de symétrie axiale qui est pi sur 2, ce qui fait que je peux intégrer maintenant mon coefficient Bn sur 0 de pi. Donc, passons à l'intégration. J'intègre donc 2 sur pi sur 2, entre 0 et pi sur 2, du signal Vout sinus de K plus 1 θ dθ, puisque j'ai dit qu'il n'existait que les termes de rang B de K plus 1. Le signal Vout entre 0 et pi sur 2 est égal à VDC. Le 2 ici monte en haut, donc ça fait 4 sur pi VDC. J'intègre un sinus. Quand j'intègre un sinus, j'obtiens donc moins 1 sur 2K plus 1 cosinus de K plus 1 de θ. Donc je peux faire sortir le 2K plus 1, donc ça ferait 4 sur pi VDC de K plus 1, moins cos de K plus 1 que multiplie pi sur 2, moins plus cos de 0. Le cos de K plus 1 de pi sur 2 égale 0, donc il ne reste que cos de 0 qui fait 1. Donc du coup, ça fait 4 sur pi VDC 1 que divise de K plus 1. J'ai donc l'expression maintenant finale de ma série de Fourier. Je m'aperçois que si je m'intéresse par exemple au fondamental, qui est égal à 4 sur pi VDC, l'amplitude du fondamental, cette amplitude est fixe. Conclusion, je vois que j'ai un contenu harmonique basse fréquence, que l'amplitude du fondamental n'est pas ajustable, puisqu'elle est égale à 4 sur pi VDC. Et enfin, du fait que j'ai un contenu harmonique basse fréquence, je peux en déduire que j'aurai un filtrage difficile et onéreux. Regardons maintenant le spectre. On s'aperçoit qu'on a un contenu harmonique basse fréquence. Ça voudra dire qu'on aura un taux de distorsion harmonique très élevé. Revenons donc ici sur nos harmoniques. Donc j'aurai mon fondamental à 50 Hz. Ensuite, je retrouverai l'harmonique à 150 Hz, à 250, à 350. Ça veut dire que ça va être très très difficile de venir filtrer mes harmoniques basse fréquence.
Donc on va utiliser ce type de modulation pour l'alimentation des charges résonantes, comme par exemple une table d'induction. On retiendra que l'onduleur de tension en mode pleine onde ne permet pas de régler la valeur efficace d'une fondamentale de la tension de sortie, ce qui est quelque chose qui pose problème lorsqu'on veut faire de la vitesse variable, puisque en vitesse variable, on veut recréer un réseau de tension et de fréquence variables pour pouvoir maintenir le rapport U sur F qui revient à maintenir le flux constant. Voyons dès à présent la modulation sinusoïdale à deux niveaux qu'on appelle modulation SPWM bipolaire. Le principe est simple, je vais prendre cette fois-ci une modulante de type sinusoïdal en basse fréquence et je vais la comparer donc à une porteuse haute fréquence. De la même façon qu'on a établi précédemment, si V contrôle est supérieur à V tri, je vois que le signal de sortie est égal à plus VDC, et si V contrôle est inférieur à V tri, le signal de sortie est égal à moins VDC. Or, pendant très longtemps, ce type de modulation SPWM a été utilisé à cause de sa flexibilité, parce qu'on l'a réalisé de façon analogique, mais aujourd'hui, dans le cadre d'une implantation numérique, elle est beaucoup plus compliquée. Alors, je reviens un petit peu, j'ai zoomé ici, on voit bien la modulante ici, basse fréquence, on voit bien la porteuse haute fréquence triangulaire, mes bras de pont, V1,0, V2,0, et mon signal de sortie Vout. Donc V1,0 qui est involue, ainsi que V2,0 entre 0 et VDC. Et Vout qui évolue entre plus VDC, moins VDC, d'où le nom de modulation de niveau. J'avais évoqué tout à l'heure l'intérêt d'utiliser une fonction de connexion au niveau de la commande. Si je reviens sur la cellule de commutation et que je définisse une fonction de connexion qui est telle que lorsque K11 est on et lorsque j'ai V1,0 de t qui est égal à plus VDC, je vais considérer que la fonction de connexion de mon bras de pont 1 est égale à 1. Et lorsque K12 est égal à et on, j'aurai donc V1,0 est égal à 0 et ma fonction de connexion 1 qui est égale à 0. Par conséquent, je peux maintenant établir une relation entre la fonction de connexion et ma tension du bus DC, de telle sorte que la fonction de connexion 1 que multiplie VDC est égale à V1,0. En effet, si FC1 est égal à 1, je retrouve bien plus VDC, et si FC1 est égal à 0, je retrouve bien 0. Donc j'ai établi une relation qui lie la puissance et la commande. Et de façon, cette fois-ci, j'ai une relation ici que je pourrais presque assimiler à une relation numérique, puisque j'ai un 0 et un 1. Ce que j'ai établi pour la cellule de commutation 1, je peux l'établir pour la cellule de commutation 2, sans aucune difficulté. Et je me retrouve avec V2,0 égale fonction de connexion 2 que multiplie VDC. Quand la fonction de connexion 2 est égale à 1, je retrouve bien plus VDC. Quand la fonction de connexion 2 est égale à 0, je retrouve bien 0. Et je peux établir que la tension de sortie, qui est la différence de potentiel entre la borne 1 et la borne 2, est égale à ma fonction de connexion 1 moins ma fonction de connexion 2, entre parenthèses, que multiplie VDC. Et là, je vois bien que la tension de sortie dépend des fonctions de connexion et de la puissance qui est la tension du bus DC. Si maintenant on faisait un zoom au niveau de l'échelle de la fréquence de découpage, c'est-à-dire que je vais par exemple prendre une porteuse à 5 kHz et donc ma modulante sinusoïdale basse fréquence à 50 Hz, à l'échelle de la fréquence de découpage, je peux considérer que V contrôle est continu. C'est bien vrai, puisque si je suis à 50 Hz et ici que je me mets à l'échelle de 5 kHz, j'aurai bien l'impression que mon signal est continu. Je retrouve donc par conséquent les mêmes propriétés que tout à l'heure. Lorsque V contrôle est supérieur à V tri, j'ai plus VDC. La fonction de connexion 1 est bien à l'état 1. Lorsque V contrôle est inférieur à V tri, j'ai bien que Vout est égal à moins VDC et la fonction de connexion 2 est égale à 1. Je vais définir certains termes par rapport à la modulation sinusoïdale.
Donc je noterai la fréquence de découpage du signal triangle FD. Les anglo-saxons l'appellent FS pour switch, pour l'interrupteur. La fréquence de modulation, je l'appellerai FM. L'indice de modulation, qui est le rapport de la fréquence de découpage sur la fréquence de modulation, s'appellera MF. L'indice de modulation d'amplitude, qui correspond au rapport de l'amplitude de V-control sur V-tri, je l'appellerai MA. Alors, si on veut faire une décomposition en série de Fourier de la SPWM bipolaire, on va faire une petite hypothèse. Donc, on va définir une fonction de modulation par rapport à l'échelle de découpage. Donc, on peut voir sur le dernier slide que FM1 plus FM2 est égal à 1 à tout instant. Donc, on a, sachant que Vout c'est FM1 moins FM2 que multiplie VDC, donc FM2 égale 1 moins FM1, donc ça fait Vout égale 2 FM1 moins 1 VDC. Et si la modulation est à fréquence faible devant la fréquence de découpage, je peux calculer la décomposition en série de Fourier de la porteuse non modulée. Et je vais ensuite injecter la variable de modulée, qui sera toujours la largeur d'une impulsion dans la dite série. Alors, cette démonstration est beaucoup plus simple dans le cadre de la SPWM unipolaire. Je mènerai le calcul seulement pour la SPWM unipolaire. Si on veut faire, alors ceci c'est une hypothèse simplificatrice, si on veut faire un beau calcul, à ce moment-là, il faut utiliser la série de Fourier double, qui est une généralisation de la série de Fourier aux fonctions périodiques de deux variables x et y, avec x étant la pulsation de la modulante, que multiplie le temps, et y, la pulsation de la fréquence de découpage, que multiplie t. Alors, revenons tout simplement à notre fonction de modulation. Bon, j'ai un petit problème, voilà, elle va s'afficher ici. Donc ici, j'ai ma fonction de modulation, donc 1. Si je regarde le terme A0, alors, premièrement, je n'ai pas cette fois-ci de simplification. Je n'ai aucune propriété simplificatrice, c'est-à-dire que je n'ai ni le signal n'est ni pair ni impair, je n'ai pas de symétrie de glissement, je n'ai pas d'axe de symétrie axiale. Donc, je vais devoir calculer tous les termes de la série de Fourier. Je vais donc calculer dans un premier temps A0, qui est la valeur moyenne de ce signal. Donc, la valeur moyenne de ce signal, soit je fais une intégrale. Alors, j'ai noté ici, pour ne pas alourdir la notation, j'ai remplacé D par S pour switch, d'accord? Donc ici, si je regarde la valeur moyenne, hein, je prends donc la période que divise ici, je prends donc la largeur de mon signal dt que multiplie 1 que divise t, donc j'ai D, et ce rapport cyclique varie en fonction de ma modulante. Donc il faut bien que j'exprime le temps. Quand je veux calculer le coefficient AN, donc je reprends la définition, 2 sur t entre 0 et t, fm1 t cosinus n oméga t dt. Donc je vais faire une intégrale. fm1 est défini ici entre 0 et dt, il est égal à 1. Donc du coup, ça fera 1 que multiplie cosinus oméga t, ça fera donc cosinus n oméga t. Si j'intègre, ça fera 1 sur n oméga sinus n oméga t. Et j'intègre entre 0 et dt. dts, hein, d'accord? Donc ici, je vois que tout simplement, j'ai n oméga, c'est 2 pi sur t, donc les 2 et les 2 se simplifient, et du coup, il reste 1 sur n pi, et ici, pareil, j'ai sinus n 2 pi sur t dt, donc ça fait sinus n 2 pi t dt, les t et t simplifient, ça fait sinus 2 n pi d. De la même façon, on va calculer le coefficient Bn, hein, de façon classique. Donc, la fonction de modulation est définie entre 0 et dt, d'accord, entre 0 et dt. C'est un sinus, quand j'intègre un sinus, c'est moins 1 sur n oméga, cosinus n oméga t. Donc, de la même façon, je simplifie ici, et là, j'ai du coup moins cos n oméga dt plus 1. Je peux utiliser la propriété suivante, 1 moins cosinus 2x sur 2, pour faire apparaître que c'est égal à sinus carré de x. Or, je n'ai pas le 2, donc je remultiplie par 2.
Du coup, par rapport à tout à l'heure, la simplification qu'il y avait ici, ben, j'ai un 2 sur npi de 1 moins cosinus n de pi d sur 2 qui est égal à sinus carré npi sur 2. Je remarque ici que sinus de npd, c'est rien d'autre aussi que 2 sinus x cos x. Donc j'aurai sinus x chaque fois que je pourrai sinus x qui est sinus npi sur d que je pourrais mettre en facteur. Donc je poursuis, je me retrouve avec cette expression. Donc j'ai bien mis mon sinus npd en facteur comme je l'avais évoqué. Et là je vois que j'ai cos A cos B plus sinus A sinus B. Cos A cos B sinus A sinus B, c'est rien d'autre que cos A moins B. Il ne faut pas perdre de vue que au niveau de la SPWM, l'idée c'est de modifier de manière sinusoïdale le rapport cyclique. Et que le rapport cyclique, on avait établi précédemment que c'était 1/2 de 1 plus V contrôle sur V tri. Sauf que V contrôle, c'est maintenant V contrôle max sinus oméga t. Et le rapport V contrôle sur V tri, c'est MA. Donc on a le rapport cyclique qui est égal à 1/2 de 1 plus MA sinus oméga t. Si je reviens à l'expression de ma tension de sortie, je vois que la tension de sortie est fonction de la fonction de modulation, donc sa décomposition en série de Fourier, puisque je connais la décomposition en série de Fourier de la fonction de modulation. J'aurai donc 2D moins 1, VDC, plus n égale 1, infini, 2 VDC, sinus n pi sur d. Et là, j'ai déjà dit que cos A, cos B, sinus A, sinus B, c'est rien d'autre que cos A moins B, donc cos n oméga t moins pi sur d. Alors, ce qui est intéressant, c'est de reporter ici le rapport cyclique, et on voit que 2, ça simplifie, ça fait donc 1 moins 1 plus MA sinus oméga t, MA VDC sinus oméga t, plus la somme. Donc si on s'intéresse à cette expression qu'on a établie précédemment, je n'irai pas plus loin sur la décomposition en série de Fourier, c'est pour ça que je dis qu'on a établi partiellement cette décomposition en série de Fourier. Je l'établirai dans le cadre de la MLI unipolaire ou à 3 niveaux. Si je regarde bien cette expression, qu'est-ce que je peux dire en vue de l'analyse du spectre? Ce que je vais retrouver en fondamental, qui est à la fréquence de modulation, et je peux cette fois-ci régler l'amplitude par l'indice de modulation en amplitude. Donc je peux régler l'amplitude fondamentale par MA. Je vois que je n'ai pas d'harmonique basse fréquence, que les premières harmoniques sont liées à la fréquence de découpage, et que le spectre, on démontrera par simulation, que le spectre est caractérisé par des groupes de raies quasi indépendantes, centrés autour des multiples de la fréquence de découpage. Et le choix de l'indice de modulation en fréquence offre la possibilité, ou la liberté si on préfère, d'éloigner les harmoniques du terme fondamental. Donc ça veut dire que ce terme, on va, ici par exemple, on sera sur un terme qui sera aux alentours de 50 Hz, et là je vais retrouver des harmoniques qui vont être centrées autour de multiples de la fréquence de découpage. Donc l'intérêt, c'est qu'on pourra effectuer un filtrage beaucoup plus aisé. En termes de simulation, vous pouvez donc utiliser la toolbox de MATLAB Simscape, qui vous permet donc de faire la simulation. Pardon. On peut ici utiliser le schéma de simulation sous PSIM, où on va retrouver donc V control ici, d'accord, qui sera un signal sinusoïdal qu'on va comparer donc à V tri, voilà, et avec ma commande complémentaire au niveau de mes interrupteurs. Et j'ai mis donc une charge de type RL pour avoir un effet de filtrage. Quand je simule, je vais donc simuler ici une fréquence telle que la fréquence de découpage soit bien plus élevée que la fréquence de la modulante. Je vois ici la tension de sortie et le courant en sortie. Si je regarde le spectre de mes deux grandeurs, ben je m'aperçois que je retrouve ce que j'ai partiellement démontré, à savoir ici donc un fondamental et ensuite des raies autour de la fréquence de découpage, des familles ici autour de multiples de la fréquence de découpage. Première conclusion, c'est que la SPWM ne réduit pas le taux d'harmonique, mais les augmente. Par conséquent, vu qu'elle déplace les harmoniques vers les fréquences élevées, on pourra plus facilement filtrer nos harmoniques. Pour preuve, si on regarde le courant, on voit que le courant, lui,
et sinusoïdale, puisque j'ai pris une charge un peu filtrante de type basse fréquence, j'ai pris un circuit RL, et je retrouve ici l'arrêt au niveau de mon courant, par rapport au fondamental. Alors, petite remarque, ça c'est assez important comme observation, c'est que lorsqu'on aura une commande au niveau des machines, il ne sera pas judicieux de raisonner sur une commande en tension par rapport au schéma équivalent. Il sera plutôt judicieux de réfléchir à faire une commande par rapport au courant, puisque le courant, lui, est sinusoïdal, et que là, la tension n'est pas sinusoïdale. Donc, si on faisait une commande par rapport à la tension, on aurait une erreur. Voyons à présent la MLI à 3 niveaux. Donc 2 niveaux parce qu'on faisait plus, moins VDC. 3 niveaux, on fera 0 VDC, 0 moins VDC. On a pour chaque bras une fonction de modulation respective, donc FM1, FM2, qui sera caractérisée par un rapport cyclique D1 plus D2 qui est égal à 1. Donc le rapport cyclique D2, ce sera égal à 1 moins le rapport cyclique D1. Donc ils sont complémentaires. Nous, on a établi la décomposition en série de Fourier des fonctions de modulation. Je le rappelle pour FM1. Donc FM2, c'est la même chose, sauf que je vais remplacer cette fois-ci D1 par D2. Donc D1 par D2, D1 par D2, D1 par D2. Or, D2, c'est 1 moins D1. Donc si je poursuis mon raisonnement, maintenant, je vais injecter ici l'expression de D2, à savoir 1 moins D1, 1 moins D1, 1 moins D1. Or, il y a des petites simplifications de base. On sait que cosinus n de pi 1 moins D1, c'est rien d'autre que moins cosinus n de pi D1. Et pareil pour le sinus, n de pi peut se simplifier, devient sinus n de pi D1. Donc je vais injecter ces propriétés à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Du coup, ma fonction de modulation 2 s'écrira de façon beaucoup plus aisée. Donc ici, le sinus n de pi 1 moins D1 va devenir sinus n de pi de moins D1. Mon cosinus ici devient moins, et mon sinus ici redevient celui-ci, par rapport à cette propriété. Donc j'ai grandement simplifié mon écriture. Donc si je poursuis, je vais maintenant faire la différence FM1 à FM2 pour avoir mon signal de sortie. Donc FM1 moins FM2, regardez, donc ici j'aurai D1 moins 1 moins D1, donc 2D1 moins 1, plus 2n sur pi, sinus n de pi D1. Et là, vous voyez qu'ici, j'ai cosinus, plus sinus, moins fait plus, donc du coup 2 cosinus n de pi oméga t, et le plus sinus et le moins ici, ça se simplifie. Donc j'ai quelque chose d'assez simple. Et là, je vois une propriété assez intéressante. Si je sors le cosinus n oméga t, que je fais se passer ici le sinus n de pi d1 ici, j'ai une relation de la forme de sinus x cos x. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Sinus de x et donc 2 sinus x cos x. Et par conséquent, en utilisant ces deux propriétés, je peux réécrire mon expression et qui se présentera sous cette forme-là. Donc vous voyez que j'ai quand même grandement simplifié mon résultat. Alors, si on va maintenant plus loin, il faut rappeler que le rapport cyclique est égal à 1,5 de 1 plus ma sinus oméga t. Donc quand je fais maintenant la différence de FM1 moins FM2, je vois apparaître ici quelque chose d'assez intéressant. J'ai un sinus qui est fonction d'un sinus. On se rappelle tous la formule de Neumann qui est sinus x, sinus y, qui est égal à 2 entre 0 et l'infini, j de p plus 1 de x, sinus de p plus 1 de y. Et ça, c'est rien d'autre qu'une fonction de Bessel de première espèce. Injectons cette propriété à ce niveau-là. Donc si on injecte à ce niveau-là, on se retrouve avec cette expression. Et finalement, quand on retravaille l'expression, on voit apparaître une décomposition qui permet de bien voir la notion de groupe. Et ensuite, on retrouve des ensembles de raies à plus ou moins 2p plus 1, d'accord, par rapport à Hn, d'accord, puisqu'ici, vous voyez, vous aurez une raie, et en coup, vous aurez 2p plus 1, tac, 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 et autour de cette raie, vous aurez de l'autre côté. Or ça, tout ça fonctionne de ceci, et ceci, c'est rien d'autre qu'une fonction de Bessel de première espèce.
Et cette fonction de BCL de première espèce, je reprends donc par rapport à l'ouvrage de Nicolas Patin que je recommande. Pour moi, c'est un très bon ouvrage de langue française. Donc, j'en profite aussi pour dire que par rapport, si on voulait faire un joli calcul, on pourrait prendre les références bibliographiques 1 et 5 pour mener une série de Fourier à deux variables, x et y. Donc ici, je vois que pour J0, voilà, hein, mon amplitude est ici, pour J1, mon amplitude est ici, J2, J3, etc. Et quand je vais effectuer la simulation donc avec sous PSIM, voilà, je retrouve bien ici ma modulation 3 niveaux, puisque j'ai 0 VDC, et puis j'ai 0 moins VDC, 0 moins VDC. Alors, je m'aperçois de quoi? Que par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par 2 l'amplitude. Donc, ça voudra dire que sûrement, sans faire de calcul, le spectre sera divisé, l'amplitude des raies sera divisée par 2. Donc là, SPWM unipolaire produit une meilleure forme d'onde que la SPWM bipolaire, hein, puisque vous voyez qu'ici, vous avez donc un petit peu comme la modulante, une alternance positive, ici une alternance négative, d'accord? Et les performances donc du taux de distorsion harmonique sont donc meilleures, et l'exigence au niveau du filtre sera moindre. En termes de simulation, si je regarde le spectre sur une MLI 2 niveaux, donc une SPWM 2 niveaux ou 3 niveaux, je vois bien que j'ai divisé mes harmoniques par 2. Alors si on voulait doubler la fréquence, j'ai donné le schéma de simulation sous PSIM sur un slide précédent, en termes de spectre, hein, on voit ce qu'on obtient lorsqu'on double la fréquence, donc on réduit notre spectre. Conclusion, si je suis sur une modulation PWM, je peux contrôler la tension fondamentale de sortie de l'onduleur, je vais réduire les harmoniques en basse fréquence, mais je ne réduis pas le taux de distorsion harmonique, d'accord? Et il est à noter aussi que j'augmente les pertes puisque je vais découper à haute fréquence. Autre conséquence aussi, c'est comme je fais des dV sur dt très importants, je vais avoir à ce moment-là des perturbations électromagnétiques. Il existe aussi une autre MLI qui est la PWM précalculée, où on va venir introduire dans un signal des trous. Donc là, moi j'ai pris un signal unitaire, hein. On pourrait considérer que c'est plus VDC moins VDC. Je viens donc introduire des trous, d'accord, dans ce signal. Et je vais, grâce à ceci, grâce à ces trous, venir éliminer certaines harmoniques de façon à me rapprocher le plus possible d'une sinusoïde. Alors l'avantage de ceci, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais au préalable défini mes trous, et donc ça voudra dire que je pourrais les enregistrer et que le processeur sera beaucoup moins performant. Donc ça peut être un gain financier. Donc pareil, hein, que précédemment, je fais une analyse du signal, ici ça s'y prête puisqu'il a des propriétés. Je vois que donc mon signal, hein, si je mets ici, est impair, d'accord, donc AN égale 0, j'ai bien ma symétrie de glissement, voilà, si vous rajoutez, tac, vous voyez, hein, je suis là, je rajoute, hein, d'accord, je vois ma symétrie de glissement, je vois que pi sur 2 est un axe de symétrie axiale, d'accord, là on le voit bien, pi sur 2, axe de symétrie axiale, ça veut dire que je vais pouvoir intégrer entre 0 et pi sur 2, donc je repose mon intégration de façon classique, b de k plus 1, de la période donc, sur laquelle j'intègre, pi sur 2, entre 0 et pi sur 2, de VA ou θ, sinus de k plus 1, θ, dθ. Donc ici, moi je suis parti sur un signal unitaire, mais je remultiplierai tout par VDC, et je vois que quand je suis entre 0 et alpha 1, donc j'ai un plus, entre alpha 1 et alpha 2, j'ai un moins, quand je suis entre alpha 2 et alpha 3, j'ai un plus, et entre alpha 3 et pi sur 2, j'ai un moins. Donc je vais faire un petit calcul, hein, c'est assez rapide. Hein. Quand je réintègre mon sinus, on a vu que c'était 1 sur 2k plus 1 avec le cosinus. Donc ici, je prends donc chaque intervalle, hein, d'accord? Donc ici, le premier intervalle, c'est entre 0 et alpha 1. Donc quand j'aurai cos, moins cos de alpha 1 plus cos de 0, ça fait bien 1 moins cos de alpha 1. Et là, j'ai à nouveau le cos d'alpha 1, donc du coup, ça fera 1 moins 2 cos de k plus 1 alpha 1 plus 2 cos de k plus 1 alpha 2 moins 2 cos, ben voilà. Donc je me suis limité à 3
3 angles. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'éliminer les harmoniques de rang 5 et 7. Voilà. Donc, OK. On va donc écrire un système de 3 équations, puisque l'harmonique d'un rang 1 correspond au fondamental, je le rappelle. Et j'ai donc ici un système d'équations que je vais être amené à résoudre de façon numérique. D'accord? Par une méthode itérative, puisque je suis avec des équations non linéaires. Ensuite, je vais stocker ces angles dans la mémoire PROM du microprocesseur. Alors, il faut voir que les angles calculés numériquement vont être arrondis sur des valeurs fixées par la trame du pas de quantification. Donc, ce qui veut dire qu'en toute rigueur, les harmoniques ne seront pas totalement annulées, puisque je n'aurai pas la valeur exacte de l'angle pour annuler l'harmonique. Mais ceci au pas de quantification. Donc, il faut mettre une nuance. Or, cette technique peut être utilisée dans des solutions à bas coût, hein, dans l'automobile par exemple. Voilà. Autre chose que vous pouvez retrouver sur le site de MATLAB, MathsWorks, c'est un fichier ici où vous allez pouvoir, comme ça, simuler les différents types de MLI qu'on a étudiés et faire afficher les différents spectres. Donc c'est assez intéressant, c'est assez facile, il suffit de télécharger et adapter le signal par rapport à vos caractéristiques à vous, à savoir l'amplitude et la fréquence de découpage de la modulante, voilà, et de la porteuse. En termes de bibliographie, je recommanderais ce premier ouvrage et ensuite particulièrement l'ouvrage de Nicolas Patin, Électronique de puissance pour l'industrie et les transports. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo qui traitera de la MLI vectorielle. Merci.